le comité citoyen de la Caisse alimentaire solidaire du 20e, on peut dire que vous courez un marathon. C'est pour ça qu'on en a un peu moins en route ce soir. Mais bon, c'est quand même impressionnant de voir l'enthousiasme. Il y en avait beaucoup hier. Du coup, on était 20, vous étiez 23, ouais, le 11 novembre à vous retrouver en comité citoyen pour travailler 4 heures. Et finalement, ça vient aussi montrer que contre toute attente, au plus on donne de l'information, au plus les personnes qui sont là quand on redemande et qui posent plein de questions. Donc ça, c'est vraiment bon pour Agnès. C'est vraiment très enthousiasmant aussi pour nous, la petite tambouille, qui organisons ces temps-là. Alors, pour reprendre l'expression de Jean-Claude, oui, il y a des vertiges, mais finalement, on a acquis ensemble cette capacité à regarder ce qu'on peut faire à qui. Cette capacité à regarder ensemble ce qu'on peut faire et à rendre les choses concrètes. Et là, finalement, le vertige est aussi gros que la capacité à rendre les choses concrètes, puisqu'on arrive au moment où, dans quelques semaines, on pourrait inaugurer et lancer les premiers transferts monétaires de la caisse. Donc, le nouveau défi qui est proposé cette semaine, c'est de travailler sur la sécurité sociale. Donc, on a travaillé différents thèmes et on est sur notre dernier thème. Donc, vendredi soir, on regardera ensemble la sociale. Et dans votre carnet de travaux pratiques, vous avez un petit défi qui vient croiser finalement le défi que se donne le comité et le groupe conventionnement, qui est d'aller voir des producteurs pour leur poser la question, eh bien pour vous, en fait, qu'est-ce que ça représenterait d'avoir une sécurité sociale de l'alimentation? Donc, on n'est pas obligé de le faire maintenant, mais pour le groupe conventionnement, vous pouvez aussi vous inspirer du carnet pratique pour aller rencontrer les producteurs ou les magasins. Les petits rappels, donc je vous l'ai dit, vendredi 15, on se retrouve au Café des Liens à 20h pour la projection du film La Sociale. Le samedi 16 novembre, travail du comité citoyen ici à la mairie du 20e de 10h à 15h. Et puis dimanche, on fait la fête à Fond-la-Caisse dans le 20e à la Flèche d'Or avec, pour commencer, une rencontre intercaisse. On accueille des comités citoyens de Toulouse, de Montpellier, de Cannes et de Lyon. On a un temps de brunch, déjeuner animé par un blind test avec plein de chansons en lien avec soit la démocratie, soit l'alimentation et des cadeaux à la clé. Ensuite, on a une table ronde sur cachère, halal, bio, vegan, comment manger à la même table. Autour de cette même table, on a réuni pour en parler Marnia, qu'on a rencontré à la MJC des Hauts-de-Belleville, qui nous parlera des droits culturels, et notamment de l'alimentation. Nora Boisouni, qui nous fera sa conférence sa conférence sur l'alimentation et le genre après, mais qui viendra parler davantage autour de son ouvrage Manger les riches. Et puis, on aura Abdenour et sa compagne, dont je ne me rappelle pas le prénom, qui viendront, eux, en tant qu'éleveurs, qui font et du fromage de chèvre et des colis de viande de chèvre et qui sont à la ferme de Toussac, donc tout à côté, ferme des possibles, donc une AMAP qui fonctionne en AMAP et une AMAP qui rayonne en fait, sur la région parisienne, qui nous exposeront leur réalité de paysans aussi autour des droits des paysans. Donc ça sera la journée du 17. Donc voilà, on vous y attend nombreux. Et puis ce soir, on a le grand plaisir d'accueillir Anne-Laure Delatte. Mais avant de te présenter, on commence tous nos webinaires par un peu de musique. Et peut-être qu'on te l'a déjà fait, mais voilà, nous, on a pensé à ça.
Ah, waouh! Voilà. Génial! Ben non, parce On qu'il y a trouvait que c'était Sarkozy. raccord, oui. Il parle de Sarkozy, donc ça doit être super. Non, je connaissais pas. Donc, merci beaucoup de ta présence. Alors, pour te présenter, tu es économiste rattaché à l'Université de Paris, auteur de plusieurs livres, dont celui qui nous a inspiré pour ce soir, L'État droit dans le mur, rebâtir l'action publique. Alors, pour nous, tu parles d'économie avec beaucoup de clarté. Et quand on te lit, quand on t'écoute, on comprend les chiffres et on arrive à avoir le sentiment que ça nous concerne tous. Et ça, c'est précieux parce que parfois, on est perdu dans les dialogues d'économistes. Donc, la semaine dernière, le groupe a travaillé sur la démocratie et on a arpenté un extrait de ton livre dans la partie où il est question de l'action publique qu'il faudrait. Et donc, tes propos ont résonné avec le travail du comité. Je lis quelques lignes. Les résultats des chapitres précédents dessinent quelques grands principes pour réparer l'action publique contemporaine afin qu'elle nous protège, enfin, et qu'elle opère une bifurcation du régime économique. Je les développe ici en laissant volontairement la porte très grande ouverte. Aucun expert ou experte ne sait ce qu'il faut précisément. Mais ce qui importe ici est d'énoncer des grands principes pour susciter le débat, pas pour faire valoir des solutions imparables. La solution viendra de la délibération, d'expérimentation, d'évaluation, d'aller-retour entre le terrain et les lieux où sont conçues les politiques publiques. Et bien sûr, ça fait écho avec la démarche d'être dans une expérimentation au niveau de la caisse alimentaire solidaire du 20e. Et là, avant de te donner la parole, je laisse la parole à Marion, qui fait partie de notre petit groupe Tambouille, mais qui est aussi, alors moi je pense, un pilier du comité citoyen, présenter ce qu'est la sécurité sociale de l'alimentation. Ok, en quelques mots, alors, en quelques mots rapides. Alors, historiquement, c'est une idée qui a germé en 2019 de la part de quelques personnes, notamment de personnes de Ingénieurs sans frontières, Ingrista. Et c'est une idée qui s'est rapidement répandue auprès de d'autres structures qui se sont constituées en collectif et donc qui se sont donc nommés le collectif pour une société nationale pour une sécurité sociale de l'alimentation, hein, qui existe toujours et qui regroupe maintenant de multiples structures, organisations diverses, puisque depuis environ 2-3 ans, il y a plusieurs expérimentations de la sécurité sociale de l'alimentation qui sont nées un peu partout en France. Il y en a de plus en plus et qui ont rejoint le collectif. Alors, en gros, l'idée, c'est à la fois de rendre accessible à toutes et tous une alimentation choisie par les personnes qui vivent sur le territoire français, et favorisant une agriculture paysanne pour remettre les agriculteurs qui nous nourrissent sur les terres. Et c'est vraiment un double objectif, à la fois rendre l'alimentation accessible et en même temps redonner à la France ce rôle de nourrir les habitants. Et donc, en fait, ce projet, il s'appuie sur 3 grands piliers. C'est d'une part l'universalité, c'est-à-dire que ce n'est pas une politique réservée pour les plus précaires, pour les plus pauvres, mais c'est une politique générale pour tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde aurait exactement les mêmes droits à l'alimentation, hein, qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, hein. Il repose également sur la cotisation, c'est-à-dire que de la même façon que la sécurité sociale est basée sur une cotisation sociale qui permet l'accès aux soins, ce serait en fait une nouvelle branche de la sécurité sociale qui permettrait l'accès à l'alimentation et qui serait donc proportionnelle aux revenus, puisque comme la sécurité sociale des soins, on cotise en fonction de ces revenus. Et en revanche, on a exactement le même accès aux soins. Donc, le principe est le même.
Et le dernier pilier, c'est celui du conventionnement, c'est-à-dire que cette alimentation, ce ne serait pas n'importe quelle alimentation, ce sera une alimentation choisie par des comités citoyens, ou qu'on appelle en fait, par des caisses, qui seraient territoire par territoire, village par village, quartier par quartier, enfin, selon les échelles qui peuvent être différentes selon les territoires, qui auraient tout le pouvoir de décision de ce qu'ils veulent mettre dans leur assiette. Donc, voilà, en fait, c'est un peu rapide comme explication, mais je crois que j'ai dit un petit peu l'essentiel. C'est vraiment un projet de démocratie alimentaire. C'est afin de permettre aux citoyens de reprendre la main sur son alimentation. Je ne sais pas, je dis à peu près tout, je pense. Est-ce qu'il y a des personnes du comité qui veulent rajouter quelque chose à finalement ce qui présenterait l'expérimentation dans le 20e ou des particularités? Ah oui, je veux bien savoir qu'est-ce que vous êtes en train d'expérimenter. Quelqu'un du comité citoyen qui veut bien... Oui, Parce qu'il est on évident a- qu'on... Ah non. On a choisi, pardon. On n'a pas choisi. Comme on est tous des citoyens, on ne se connaît pas, on ne se réunit pas sur la base d'une idéologie. On se politique serait seulement sur la base de l'envie de manger sainement et de manger sainement. Donc, on s'est beaucoup inspiré des expériences déjà en place depuis 12 ans, 3 ans, et qui apparemment fonctionnaient très bien. Et on s'est interrogé beaucoup sur alors, de grands questionnements qu'on a commencé à trancher seulement hier, après 3 mois temps et des discussions. C'est est-ce qu'on étend cette caisse alimentaire à tout le 20e, ou est-ce qu'on commence par un secteur? Est-ce qu'on conventionne un magasin ou est-ce qu'on conventionne des produits? Est-ce que, et la troisième question qu'on s'est posée, la notion de foyer, est-ce que c'est une notion par personne des bénéficiaires? Est-ce que ce sont des foyers ou est-ce que ce sont un nombre de personnes à l'intérieur d'un même foyer? Ce qui change la cotisation, mais les enfants ne cotisent pas, et qui change surtout la somme qu'on reçoit chaque mois. Oui, parce que j'ai peut-être oublié de préciser quelque chose sur le projet de SSA, c'est que chaque habitant, chaque habitante recevrait la même somme qui est aujourd'hui, enfin ça peut être discuté au moment où le collectif s'est constitué, elle était fixée à 150 € par mois par personne. Alors, il est évident que dans le cadre d'une expérimentation locale comme aujourd'hui, on ne peut pas expérimenter vraiment complètement tous les aspects, ne serait-ce que la cotisation, puisque la cotisation ne peut pas être prélevée sur la fiche de paye. Donc, c'est une cotisation volontaire. C'est pour ça que ce sont des habitants volontaires qui vont participer à l'expérimentation et qui vont, en fonction de leurs revenus, déterminer le montant de leur cotisation. Et ils vont cotiser combien Je ne sais pas si on en est encore si on a décidé. Ça, on n'a pas encore changé. Mais ce qui est important, c'est qu'à l'origine, la mairie de Paris subventionne ça, une expérimentation de 3 mois à hauteur de 120 000 €. Oui. 3 mois. Ouais. Que pour vous Oui, les 120 000 € pour la caisse, et toutes les fonctions support d'animation, d'outils techniques, de développement technique sont à prendre sur ces 120 000 €. Donc, on a 18 000 € qu'on utilise pour venir compléter abonder les cotisations. Ce qu'il faut souligner, c'est que c'est vraiment une expérimentation. C'est-à-dire que ce qu'a expliqué Marion, c'est le principe où, comme s'il y avait déjà une loi qui instituait ça. C'est ce qui s'est fait pour la sécurité sociale et de la santé. Là, il s'agit de faire remonter, je dirais, de la base et des expérimentations qu'on peut faire sur le terrain, de faire remonter une façon de fonctionner. Voilà, je pense que c'est important de mettre comme ça parce qu'en fait, on part de ce qu'on est. C'était la question posée par Jean-Claude hier. Le cœur, c'est nous, quoi. C'est nous, les gens et on va partir de ce qu'on est et des gens qui sont bien impliqués pour élargir. C'est-à-dire que
On va, Bien fort on pour va, pardon, on va nous-mêmes expérimenter. Oui, Nous allons être à oui, la vous fois allez les être dedans. créateurs et les copains Et les bénéficiaires. et les bénéficiaires. Ouais. Euh, Je voudrais poser une question, si vous m'entendez. Oui, Ouais, il y a Oui. Jean-Claude qui parle, on te donne la parole Ah, d'accord, pardon, excusez-moi. Vous entendez pas Non. Non, j'entends pas très bien. D'accord. Je vais parler plus fort. D'accord. Donc, on va expérimenter sur nous-mêmes. Euh, donc, il va manquer un certain nombre de choses par rapport à une vraie expérimentation qui prendrait en compte des couches sociales très différentes les unes des autres, des lieux différents. Enfin, il va manquer des choses. Mais je crois qu'on a été d'accord qu'il faut maintenant démarrer Mm. et qu'on va petit à petit euh, enfin, découvrir des problèmes et les résoudre en même temps. Ouais, tout à Voilà. fait. Mais le fait de donner cette énergie, d'y aller, on va être obligé de se confronter au réel. Ok. Après la dame, moi j'ai une question aussi. Ouais. Oui, C'est à Allez, moi? Oui, oui. Voilà. Alors, donc, c'est par rapport à la cotisation. Est-ce que c'est mensuel ou bien est-ce que c'est annuel? ce sera mensuel. mensuel. Ce sera mensuel. Alors, en fait, il y a D'accord. effectivement certains principes qui ont été définis et le reste, c'est vraiment le comité citoyen qui décide. Mais, Et c'est par foyer la cotisation ou bien par personne? mais justement, ça fait partie des points qui sont discutés en ce moment au comité citoyen, puisque c'est le comité citoyen qui décide de tout, qui décide des règles, qui décide Oui. de l'alimentation à conventionner, qui décide vraiment de tout. Et Pa- ce qui est intéressant, c'est que chaque expérimentation expérimente des règles différentes. Donc, c'est intéressant de voir en fonction de son. Parce, parce que je me dis pour un foyer qui est pas très aisé et qui est, disons, de 4 personnes ou 5 personnes, si on a une cotisation par personne, ça va faire peu de reste à couvrir pour l'achat d'aliments. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous encourage à rejoindre le comité citoyen parce que c'est vraiment l'instance où on discute de tout cela. Et du Ah, coup, je pensais qu'on était dans le comité citoyen, là. Oui, Non? Oui, mais ce soir, c'est un webinaire parce qu'on Ah, oui, d'accord. à l'heure de là sur les thématiques et qu'on va donc aborder. faut venir samedi à 10 h ici à la mairie du 20e, si vous en avez la. D'accord. D'accord, je viendrai. Bon, super. Mais merci pour la question parce que c'est la question brûlante en ce moment. Donc, ils vont débattre Oui, à 10 Oui, h samedi matin. Il faut être là. d'accord, d'accord. Du coup, j'avais rencontré à Bordeaux, je crois, une étudiante qui était en train d'accompagner une expérimentation. Alors, je ne sais plus si c'était à Bordeaux, mais j'ai jamais eu il y le en a temps une de à la... Bordeaux. Ouais, il y en a en une à effet. Bordeaux, hein. Bordeaux. Et donc, j'ai pas trop eu le temps de l'appeler, mais enfin, la question, c'est où est-ce que est-ce qu'il y a une expérimentation qui a l'air un peu plus aboutie que les autres? Est-ce qu'on peut déjà en tirer des leçons? Oui. Ouais, Montpellier. Donc ça, on a Montpellier. Montpellier Ouais. Ok, et le ouais. 4 décembre avec Juliette au moins, nous serons à Montpellier parce qu'ils présentent les résultats de 2 ans. 2 ans. Donc non seulement ça, Ouais. non seulement ils ont en fait, ils sont passés par toutes ces étapes, mais ils ont du recul et ils ont même du recul sur l'augmentation et l'incorporation de nouveaux membres et le conventionnement aussi de nouvelles structures, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, leur déception aussi Ouais. d'avoir voulu conventionner directement des producteurs, de voir que ça fonctionnait pas, que ça passait plus par le magasin. En fait, c'est Donc, plus au niveau du magasin que ça marche, a oui, parce que priori. les personnes vont aller dans un lieu où elles trouvent un petit peu tout. Bah oui, Euh, bien sûr. elles Ouais, vont ouais, pas ouais. aller chez. Enfin voilà, ça complexifie les choses. Jean-Marie, levez la main. Je te laisse aussi prendre la. Oui, en fait, c'était juste pour compléter un point par rapport à la cotisation qu'a dit Marion. En fait, la cotisation telle qu'elle a été travaillée au niveau du collectif SSA, elle serait basée à la fois sur la cotisation au niveau salarial, mais aussi sur la valeur ajoutée des entreprises, de façon à avoir une masse suffisante pour couvrir cette nouvelle branche de la sécurité sociale. Et sur l'expérimentation du 20e aussi, ce qui a été dit aussi, c'est que
euh, la Caisse pourra démarrer dans son expérimentation, même s'il n'y a pas forcément le nombre défini au niveau du panel pour la première année, c'est que quand il y aura un taux de recouvrement de cotisation qui représentera 60% au niveau des cotisants, c'est-à-dire le comité, qui seront de fait le comité citoyen, et 40% couverts par les subventions de la collectivité qui est la ville de Paris pour le moment, à ce jour, dans l'attente d'autres financements, CAF et autres, pour l'année 2 et 3 après, quoi. Voilà, j'ai dit. Ok, Merci. ok. D'accord, ben non, c'est passionnant. En fait, c'est vrai que la question qui se pose, après, je vais essayer de revenir en généralité, mais Ouais, puis moi, j'ai des questions. oui, voilà. Mais c'est vrai que la question qui se pose tout de suite, c'est quelle assiette, ce qu'on appelle l'assiette, c'est sur quelle base on va prendre cette cotisation. Et donc, quand vous parlez de la valeur ajoutée des entreprises, j'imagine que c'est pas dans un premier temps dans l'expérimentation. Là. Non. C'est entre nous, entre citoyens et citoyennes. J'imagine que ça va se. Non, c'est la demande qui pourrait prévaloir à une acceptation d'un projet de loi d'expérimentation de la sécurité sociale. Et c'est pas du tout ce qui a été présenté par rapport à la dernière proposition là, du nouveau Front populaire sur cette expérimentation qui met pas du tout en avant la partie cotisation sur les salaires, ni sur la valeur ajoutée par ailleurs, à ce stade en tout cas. Il y a un projet de loi qui est travaillé par qui, du coup? Le Porté. nouveau Front populaire. La loi Ouais. d'expérimentation. Ouais, ouais. Au début, c'était Charles Fournier, donc plutôt les écolos qui tentaient de déposer très vite ce projet de loi. Et puis, il y a eu dissolution, donc ils sont remis au travail. Et donc là, ils le déposent dans une loi transpartisane avec le nouveau Front populaire. Mais voilà, du coup, on C'est pas un projet de loi, c'est une proposition de loi, puisque on est dans l'opposition. Donc, les projets de loi, c'est le gouvernement. c'est Oui, bien sûr. Proposition de loi d'expérimentation. Proposition. Ouais. Voilà. En tout cas, il y a eu une affectation de 15 millions d'euros qui a été prise sur une enveloppe dont j'ai plus le détail en tête. Toi, peut-être, Bénédicte, tu pourrais retracer un peu éventuellement, mais c'est peut-être pas forcément utile. Mais du NFP, c'est qui? Vous Nouveau savez Front populaire. Il y a Boris Tavernier. Ok. Après, qui... Ok. J'ai pas retenu tous les noms de ceux qui ont Ok. Ok. déposé. Non, mais c'est juste pour savoir si je les croise. Oui, alors voilà, je devais le lire hier et je suis désolée, j'ai pas eu le temps de le lire, c'est affreux, mais je vais le lire ce soir. Ouais. Et dedans. Ok. D'accord. Ils sont cités dans Mediapart. C'est les noms. Si quelqu'un a Fournier, l'article. Boris Tavernier. C'est les deux seuls noms? qu'on a D'accord. cités. Ok. Très bien. Bon, merci beaucoup. Du coup, Il y a Marie Pochon aussi dans les élus qui ont déposé au niveau de ELV. Les autres, je les ai plus en tête. ok. Très bien. Est-ce que tu veux qu'on recommence par des questions ou je vous donne un Du coup, sentiment moi, j'avais bien envie de profiter de ta présence pour outiller le comité citoyen par rapport à une question qui revient beaucoup, c'est-à-dire que ce projet de sécurité sociale de l'alimentation, de fait, il serait utopique, pas viable, parce que basé sur la sécurité sociale, et que la sécurité sociale, eh bien, elle est liée à la dette. Et au-delà de ça, finalement, nous, on arrive avec cet argument et l'étude qui est sortie du Secours catholique, CIVAM, l'Association nationale des diabétiques et Solidarité Paysans sur l'injuste prix de l'alimentation, où on se rend compte que, ben oui, il y a peut-être des dettes, mais finalement, il y a aussi des dettes ou des dus de l'autre côté par rapport à des sommes injustes d'argent qui est dépensé pour soutenir un système alimentaire qui n'est pas nourricier. Donc, on voulait voir un petit peu quels sont les arguments qu'on peut opposer pour dire la part de construction de cette dette, qu'est-ce qu'on pourrait en effet imaginer et comment en effet ça vient pas faire croire une dette, mais ça répondrait à autre chose. Ok.
Du coup, moi, n'hésitez pas, si vous voulez m'interrompre pour clarifier, au moins pour clarifier, et après on peut avoir un débat, mais c'est des trucs que je dis qui ne sont pas clairs, vraiment, n'hésitez pas. Bon, d'abord, en propos liminaire, juste pour me présenter, donc tu disais que je suis à Dauphine, en fait, je suis directrice de recherche au CNRS, et il se trouve que je me suis rapprochée pas mal du NFP, de certaines personnes du NFP récemment, enfin au cours de la gauche et du coup du NFP là récemment. Et c'est marrant parce que la première personne enfin, je vais reprendre ça. Quand on essayait de trouver des idées qui claquent un peu, ça, c'est vraiment l'idée qui claque. Dans le sens, Clémentine Autain a un petit comité de soutien autour d'elle, mais juste pour être très transparente, je ne fais pas partie du soutien particulièrement de Clémentine Autain. Je vais parler avec plein de gens. Mais elle m'avait demandé d'imaginer un peu des mesures et je lui avais dit, ah, mais sécurité sociale alimentaire, à mon avis, il y a un truc à faire, mais j'y connais rien, comme vous. Vraiment, elle s'est jetée dessus, quoi. Elle a dit, ah ouais, c'est génial. Donc, juste, je pense que vous en êtes complètement conscient, mais à gauche, c'est clair que c'est une idée qui claque. Après, il faut la rendre concrète, mais on voit bien pourquoi, dans le sens où ça dit plein de trucs, en fait, sur la gauche. Ça dit une des premières préoccupations des citoyens citoyennes, il n'y a pas besoin d'être français pour ça, tout le monde est affecté par les multinationales et enfin, le côté process food, comme on dit en anglais, même si nous, on est très, très protégés par rapport au reste du monde. Pour avoir un peu voyagé, vraiment, on mange mieux en France que quasiment dans le reste du monde, mais je pense que ça impacte tout le monde, et en particulier, nous, c'est vrai qu'on est assez attachés à ça, comme tu le disais, parce que agriculteurs français, etc. Ça vient toucher ça. Du coup, ça m'a fait penser Foodwatch, vous discutez avec eux? Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Donc, OK. Euh, et, et derrière, évidemment, c'est le côté collectif. C'est sécurité sociale. C'est évidemment qu'il y a le fantasme de la sécurité sociale, Seconde Guerre mondiale, construction d'un projet de gauche, pas porté par la gauche, hein, spécialement à ce moment-là, c'est ça qui est intéressant. Mais surtout, aujourd'hui, là où c'est vraiment, à mon avis, un projet très discriminant par rapport à ce qu'on nous propose, c'est qu'aujourd'hui, il ne vous aura pas échappé, et c'est vraiment le propos de mon bouquin, l'idée, c'est que l'État se met au service du marché. Et donc, dans le collectif, dans l'idée de collectif et de dépenses collectives, vraiment, l'opposé de ça, c'est le marché. Et c'est d'ailleurs pour ça que tout ce qui est dépenses collectives, au-delà de cette question de l'alimentation, mais tout ce qui est dépenses collectives, c'est-à-dire services publics et sécurité sociale, donc retraite, santé, enfin, les quatre branches, c'est un point qui, plus qu'agace en fait, les gens en face, et je ne sais pas comment les appeler, les gens en face, parce que moi, je me considère libérale dans le sens où je pense que le marché peut être bien à certains égards. Il y a certains moments, je ne suis pas une collectiviste et aller tout collectiviser, quoi. Donc, en fait, je pense que le marché peut avoir des mécanismes qui fonctionnent, mais il y a aussi des limites. Et donc, j'en suis plus consciente, et comme pas mal d'économistes aujourd'hui. Mais donc, ça m'ennuie qu'ils s'approprient le terme de libéraux, parce qu'on me dit avoir les libéraux en face de vous. Bah non, moi, je suis libérale sur les valeurs et libérale économiquement. Mais le marché, en fait, il a tellement grignoté. On sait les mécanismes de marché, la marchandisation, la commodification en français, en fait, commodification de nos vies. Elle a donc la mise en marché de plein de choses a eu des conséquences qu'on est en train de payer aujourd'hui. Mais donc en face, donc ça c'est un discours de gauche, et en face, les gens en face, je pense que vraiment il y a des gens qui idéologiquement pensent que le marché fonctionne mieux.
Donc ça, c'est peut-être vraiment les libéraux. Bon. Je vous dis encore une fois, dans certains domaines, oui, ça fonctionne mieux. Là, il y aura peut-être des mécanismes un peu de marché qui vont s'insérer, c'est sûr même. Je veux dire, l'offre et la demande, vous allez le subir, ça, là-dessus. Donc, il y aura des trucs qui vont, au niveau micro, qui vont marcher. Mais même, je veux dire, avant qu'on sorte de la notion de marché, on n'en est pas là. Mais donc, idéologiquement, je pense qu'il y a des gens qui pensent vraiment que le marché fonctionne mieux et que le prix, vous savez, révèle toute l'information disponible, que c'est l'offre et la demande, le prix, il y a un prix d'équilibre, etc. Mais moi, je suis convaincue aujourd'hui que il y a des gens qui s'en fichent un peu que ça marche ou que ça marche pas, mais qui ont plus d'argent à se faire, en fait, tout simplement, s'ils marchandisent, si on commodifie. Donc, si on élargit la sphère du marché, ou alors on réduit la sphère collective. Et en fait, Préciser comme ouais, bah, donc, que je connais pas. non, mais c'est juste, moi je dis marchandiser dans le sens marchandiser, ça veut dire mettre dans le domaine du marché des domaines. Ouais, comment Rendre marchand Oui, ouais, rendre marchand en fait, tout simplement. Excusez-moi, c'est. les domaines qui n'étaient pas. Ouais. Je connaissais pas le terme. Et commodification, je l'ai lu il n'y a pas très longtemps. Il y a des politistes qui disent ça. Mais voilà, c'est commodification ou marchandisation. Voilà. Ouais, je pense qu'il n'y a pas vraiment de grosses nuances. Et donc, oui, pardon, mettre dans l'espace marchand, donner une valeur, c'est Mauss qui commence à réfléchir à ça dans les années 70. Enfin bon, il y en a avant, Polanyi. Polanyi, il dit, euh, en gros, c'est pas naturel, quoi. En fait, Polanyi, juste, c'est intéressant, son idée, c'est de dire, en fait, on fait tout, bah, tu es anthropologue, toi. On fait tout pour faire comme si c'était naturel, cette idée du marché, mais c'est tout sauf naturel, quoi. Donc, on lutte contre la naturalisation du marché. Bon, je suis un peu partie loin pour vous dire qu'aujourd'hui, là où on est au cœur je pense, d'un combat très important, c'est que notre modèle social en France, il est basé sur beaucoup de dépenses collectives. Et il ne vous aura pas échappé que c'est vraiment ça qu'on attaque. Et on attaque ces dépenses collectives et on entend, oui, la France dépense 200 milliards de plus que le reste des pays de l'OCDE en dépenses publiques. Et en fait, derrière dépenses publiques, c'est des dépenses collectives. En fait, on a fait le choix de rendre collectifs des services qui, dans d'autres pays, ne le sont absolument pas. Est-ce que c'est des bons choix ou pas? D'abord, avant de parler d'efficacité, c'est notre choix de société. En fait, on ne va pas réussir à le remettre en question tout de suite parce qu'on s'est construit là-dessus. C'est un modèle social quand même. Sauf que bon, il est sacrément attaqué. Depuis 40 ans, mais 20 ans, 25 ans, ça s'accélère. Et alors, est-ce que c'est efficace? Il y a pas mal d'indicateurs qui tendent à montrer que, en fait, c'est souvent plus efficace d'être dans le collectif que dans le marché. Et ça, je voudrais vraiment que vous en soyez convaincus parce que, par exemple, sur la santé, on dit que, par exemple, je ne sais plus, il y a une statistique qui tourne, les hôpitaux publics en Allemagne marcheraient mieux. Il y aurait plus de médecins en Allemagne. On dit, voilà, il y a beaucoup plus de médecins en Allemagne alors qu'ils dépensent moins en argent public. OK, ils ont des dépenses publiques de santé moins importantes, mais ils ont plus d'hôpital. À votre avis, il est où le... C'est vrai, tout ça est vrai. Mais à votre avis, c'est quoi qu'est-ce qui peut expliquer ça? Ils dépensent, l'État dépense moins, l'État allemand. Ah ouais. Comme aux États-Unis. Voilà, tout simplement. C'est ceux qui peuvent qui dépensent. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, quand on dit les dépenses publiques sont moins importantes dans ce pays et il y a tel service, il faut juste dire, ah bon, d'accord, mais c'est quoi la partie du privé alors? C'est quoi la partie individuelle? C'est juste un petit réflexe, mais il faut avoir ce réflexe-là parce que, par exemple, sur la santé, nous, en France, on dépense 11 € par jour et par personne. C'est beaucoup, hein, en dépenses de santé totales. En Allemagne, c'est 13 € par jour et par personne. Et aux États-Unis, c'est 15. Bon, ben, c'est...
c'est non, 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 bah, tout le monde, toutes les dépenses de santé. En gros, je prends toutes les dépenses de santé et je divise par jour et par Français, Française. Bah ouais. En fait, on fait partie des pays les moins chers et encore plus chers aux États-Unis. C'est même étonnant que ça soit pas plus que 15 aux États-Unis. Mais ça, c'est un rapport public qui vient de sortir au printemps dernier. Rapport public j'ai plus le sigle en tête, mais c'est un centre dont l'objet est la sécurité sociale, si vous voulez, et les dépenses, je ne sais plus si c'est sécurité sociale ou dépenses de santé, je ne sais plus exactement. Mais on a des indicateurs qui nous montrent que, en fait, quand il y a trop d'individuels, évidemment qu'il y a des notions de rendement qui font que soit la qualité se détériore, soit le prix augmente, soit les deux. Et donc, on a plein d'exemples. Bon, les EHPAD, les crèches, ça, c'est les deux scandales qui nous ont touchés récemment. Mais en réalité, je ne peux pas vous l'affirmer. Alors, c'est pour ça que je disais, je suis directrice de recherche CNRS, c'est-à-dire que moi, quand je ne sais pas, je n'affirme pas. Donc, on n'a pas toutes les données. Mais je ne peux pas vous affirmer que sur toutes les dimensions, c'est le cas, parce qu'on n'a pas vraiment regardé sur toutes les dimensions. Mais il se trouve que la santé, c'est un bon indicateur. Et a priori, il y a quelque chose qui se passe qui fait que c'est vrai qu'apparemment, dans les pays où c'est collectivisé, c'est un peu moins cher. Mais je ne peux pas... ouais. Eh ben, en France, on paye 11 € par personne et par habitant. Enfin, c'est pas c'est les dépenses de santé, si vous les ramenez. Par jour, j'ai dit par... Par jour. C'est par jour. Et par habitant. En Allemagne, c'est 13 et aux États-Unis, c'est 15. Je peux te donner les liens assez... Voilà. Je reviens encore là-dessus. Je vais en arriver à la dette. En fait, il y a une vraie question qu'on se pose là en ce moment. Mais c'est vrai qu'on fait beaucoup de dépenses publiques. On a un niveau de dépenses publiques très élevé qui se traduit par des impôts élevés pour vous et moi. Pas pour tout le monde, malheureusement. Vous le savez, il y a un moment en haut de la distribution du capital, surtout du patrimoine, on ne paye pas assez d'impôts. Il y a aussi des entreprises qui ne payent pas assez d'impôts. C'est plutôt des entreprises qui ont la possibilité de faire de l'optimisation fiscale. Donc, ce n'est pas la brasserie du coin, c'est plutôt Starbucks. Mais on a beaucoup de dépenses publiques qui se traduisent donc par beaucoup d'impôts. Et pourtant, les hôpitaux, vous faites de plus en plus la queue. Il y a une dégradation évidente d'urgence, etc. Moi, je ne suis pas spécialiste dans la santé, mais dans l'éducation, il est évident que le nombre de profs à l'école, par exemple, le nombre de profs à l'école, on a donc le nombre d'enseignants par élève, on est dans les pires quasiment de l'OCDE. On est très mauvais. Alors, je ne me souviens plus du chiffre, mais je crois. Et sur les salaires des enseignants également. Oui, sur le salaire des enseignants, c'est frappant. Ils sont très faibles oui, en France. 20% en dessous du salaire des enseignants pour l'OCDE. Mais je crois qu'idéalement, il faudrait... Bon, je ne sais plus. Il faudrait 23 élèves par enseignant. Nous, on est à 25 et les Allemands sont en dessous. Enfin, voilà, ça, je pourrais vous les retrouver aussi. Mais vous voyez, on a des indicateurs quand même là qui disent sur l'éducation, on a un vrai problème. Mais sur la santé aussi, depuis des années, ils ont fait la tarification à l'acte, ce qui fait qu'ils ont en fait privatisé le fonctionnement de l'hôpital, ce qui fait que ça a complètement changé la façon de gérer les hôpitaux. Est-ce que ça vous ennuie? On peut lancer un débat, mais ce que je vous disais, c'est si vous voulez des petites questions de clarification, il n'y a pas de problème. Et après, on parle de... D'accord. Non, mais c'est... Juste par rapport à l'alimentation, là, je vois que vous parlez de la France et que vous ne parlez pas des DROMCOM. Et j'aimerais bien qu'après, on parle spécifiquement des DROMCOM parce que tous les DROMCOM, en fait, ils sont aux mains
des anciens colons, hein, qui se sont tous installés, même en Nouvelle-Calédonie, et qui ont je veux dire, des affaires dans les groupes de l'agroalimentaire et dans les groupes maritimes de transporteurs. Il y a 13 personnes entre le produit qui est récolté et le produit qui arrive dans l'assiette, en moyenne pour les Dromcom, alors qu'en France, c'est quatre personnes. Vous voyez? Donc, rien que ça augmente le prix de la chaîne alimentaire. Voilà. Je m'arrête, je vous écoute. Excusez-moi. Non, mais je vous en prie, c'est juste en fait pour être sûr que du coup, je Ça aille continue. pas dans tous les sens. Oui, voilà. Et c'est bien d'aller, je veux dire, c'est la délibération et c'est voilà. C'est juste, je vous ai arrêté sur la tarification à l'acte parce que on pourrait faire une conférence de 2 heures là-dessus et effectivement, c'est une des raisons, c'est la tarification à l'acte. Bon, j'en arrive pour vous dire que du coup, quand on dit le modèle social français, il coûte trop cher, enfin voilà, il coûte trop cher et on doit baisser nos dépenses publiques, comment on le justifie? Bah, par la dette. En fait, ce qui est génial avec la dette, c'est que voilà, c'est Benjamin Lemoine qui dit, ça sert à tout, c'est Benjamin Lemoine qui dit ça discipline la démocratie. En fait, c'est un concept que vous pouvez mobiliser si vous voulez dire ah ben non, on ne peut pas faire ça parce qu'on est déjà trop endetté. Donc ça, c'est un point. Et je vais même aller au-delà. La dette, c'est même génial parce que vous pouvez même contraindre les gouvernements d'après. Vous pouvez même dire, comme ça a été fait là récemment, je vais baisser les impôts, je vais les baisser à tel point que je vais creuser le déficit. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Et quand on arrivera au point où le déficit est devenu insupportable, je contraindrai le gouvernement suivant, c'est moi ou les autres, je m'en fous, à baisser les dépenses publiques. Donc en fait, la dette, c'est un truc qui vraiment, c'est intertemporel, quoi. C'est génial comme concept parce que ça vous lie les mains. Ce que je viens de vous dire, ça a été théorisé dans les années 80 aux États-Unis. Alors, c'est une politiste qui a appelé ça starving the beast. Donc, c'est affamer la bête. En gros, on baisse les impôts à un moment et on les baisse, on les baisse, on les baisse. Et à un moment, on dit ah, bah mince, il n'y a plus d'argent dans les caisses. Qu'est-ce qu'on fait? Il va falloir baisser les dépenses publiques. Bon, ce qui est un peu agaçant en tant que. Alors, voilà, ça s'appelle Starving the Beast, c'est une politiste, Prasad, qui a théorisé ce truc-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que euh, si vous regardez des modèles économiques des années 90 de gens très libéraux, très conservateurs, ils vous le disent aussi. Ils vous disent, bah, en fait, on pourrait imaginer un monde dans lequel la dette, c'est un mécanisme liant les mains du gouvernement vers l'autre gouvernement. C'est pas du tout pour tomber dans un truc complotiste, c'est pas du tout complotiste, c'est juste que à un moment, en fait, ça peut être des stratégies politiques de se dire, bah, moi, j'ai vraiment envie qu'on baisse les dépenses publiques. Pourquoi j'ai envie qu'on baisse les dépenses publiques? C'est pour ça que je reviens sur l'idée tout à l'heure, parce que à un moment, il y a des gens qui ont plus d'argent à se faire si on marchandise, si on met sur le marché certains services. Et là, sur l'éducation, c'est vraiment frappant. En fait, je reviens sur l'éducation. Les dépenses publiques d'éducation, pour le coup, elles ont baissé. Donc ça, c'est quand même dépenses publiques en termes de PIB, ça a baissé. C'est incroyable. C'est fou de se dire ça. Ça devrait augmenter, ça ne devrait pas baisser. Ça ne devrait même pas être stable. Ça devrait augmenter. Parce que on a besoin de plus en plus d'argent pour enseigner dans des trucs techniques, chez les ingénieurs, chez les médecins. Enfin, l'innovation fait que, bon, eh ben, ça a baissé. Qu'est-ce qui se passe? L'éducation supérieure est en train de se privatiser complètement. Et donc, vous avez une partie très importante des enfants, enfin des étudiants françaises aujourd'hui, qui vont dans le privé.
qui vont dans des facs privées, des Sciences Po privées, des trucs comme ça. Bon, pourquoi? Et en fait, c'est hyper rentable. Donc, je reviens vraiment, la dette publique, c'est il faut vraiment en être conscient, c'est le concept qui vous permet de justifier des baisses de dépenses, de lier les mains des gouvernements d'après, et dans un but, pas le seul, mais je pense qu'il y a pour avoir une analyse un peu classe sociale, il y a une certaine partie de la classe sociale qui a intérêt à marchandiser à rendre, voilà, à privatiser, en fait, pardon, à privatiser tout simplement ces services collectifs. Tout ça pour vous dire que là, vous commencez complètement à rebours. En fait, donc vous êtes très séduisant pour la gauche. Cette initiative, elle est extrêmement séduisante pour tous les politiques, parce que ça dit tout ça, mais en même temps, historiquement, vous êtes complètement à rebours des tendances, quoi. On va dire que des arguments forts qu'on utilise simplement pour présenter la SSA, c'est cette volonté de sortir une partie de l'alimentation du marché. Ouais, Quand ça. on veut le résumer, on le dit clairement. Et du coup, ce qu'on dit derrière, c'est qu'on est complètement conscient qu'on part à la conquête de quelque chose, que du coup, on va rien nous laisser, on va rien nous lâcher. C'est pour ça que l'article de Mediapart, que pas encore eu le temps de lire complètement, mais moi j'ai un peu parcouru et du coup, je trouve que c'est intéressant de pouvoir montrer l'incompatibilité politique dans ce que proposait Guillaume Garot, le PS, à travers en fait une forme de continuité de l'aide alimentaire, de l'usage en fait des pauvres et finalement de ce maintien en fait d'une forme de pauvreté pour continuer à développer certains marchés qui en découlent et donc l'utilitarisme qui en découle par rapport au fait de se dire non, il faut rompre avec ça, garder l'aide alimentaire pour quelque chose qui relève de l'urgence, mais cesser de créer des marchés de la faim et des marchés de la pauvreté. Et donc ça, on voit que là-dessus, on rentre dans un bras de fer avec des arguments, d'où l'importance pour nous de pouvoir avoir des arguments à opposer, en fait. Je pense, je comprends. Mais du coup, je pense qu'un argument qu'il faudrait essayer de travailler, c'est le côté collectif, c'est moins cher et de meilleure qualité. Et d'avoir plein d'exemples comme ça. Donc là, c'est l'exemple de la santé, de l'éducation. Mais moi, ça me paraît évident que si on arrive à s'extraire du marché, toutes les campagnes marketing qu'ils font à la télé, etc., ce ne sera pas dedans, en fait. Ce ne sera pas dans les coûts. Donc, il y aura des coûts moins importants liés à ces campagnes-là. Il y aura surtout des profits probablement moins importants, une exigence de rentabilité qui sera moins importante. Pardon, excusez-moi. Je pense que, en fait, ça interroge en effet sur le modèle économique qu'on veut avoir derrière, quoi. Les producteurs, les magasins qui vont produire ça, qui vont distribuer, quoi. Mais voilà, un argument. Donc, pour revenir sur la dette qui est très, très macro, c'est juste arrêter d'être écrasé par ce concept de la dette, quoi. Pardon? Macron aussi. Et très Macron, ouais. Oui, mais c'est Macron, c'est Hollande, c'est Sarkozy, c'est vraiment. Une information. Il me semble bien quand même que depuis que Macron est en place, 7 ans, la dette a besoin de la France a augmenté de 8 milliards. Mais j'ai cru comprendre aussi que dans le même temps, la fortune des plus riches avait aussi augmenté de. C'est bizarre cette. Ouais, on peut pas dire Alors d'abord, 1000 milliards, c'est vrai que c'est un chiffre qui claque, mais en réalité, si vous le faites en ratio de PIB, ce qui est normal, ce qui devrait être fait, quoi. Voyez quand vous dites, on peut pas utiliser le 1000 milliards, parce que en face, vous avez des gens qui vont vous affoler tout le temps et qui vous parlent en milliards, en 1000 milliards la dette. Non, faut pas dire ça. En fait, il faut se dire, ok, j'ai un PIB qui... En gros, ma dette, elle est un petit peu supérieure à la production française annuelle. Elle est de 110-112% du PIB.
ce qui est important, c'est de savoir de combien ça a augmenté. En fait, c'est passé de combien à combien. Et en fait, si vous le calculez, c'est plutôt 300 milliards, dans le sens parce que c'est des pourcentages de PIB. Bon, on s'en fiche, mais je veux juste... J'ai expliqué ça à Marine Tondelier ce matin, et elle m'a dit, ouais, je préfère mon 1000 milliards. C'est plus facile. Bah oui, mais c'est pas si vrai que ça, parce que en face, vous avez des Langlais, et non, mais Dominique Seux qui vont vous dire 1000 milliards, 2000 milliards. Et en fait, bon, à un moment, on peut ajouter des milliards et des milliards. Mais juste pour... Alors, votre question, en fait, ce qu'elle pose, c'est quand la dette publique augmente, est-ce qu'on peut faire un lien avec le patrimoine des plus riches Il y a un lien, oui. Enfin, je veux dire, il y a plusieurs mécanismes. Oui. Bah, dans le sens, une fois, si on pense que l'augmentation de la dette, c'est lié à la réduction des impôts, effectivement, ça peut se traduire. En plus, on a baissé l'impôt sur les patrimoines, l'impôt sur les plus riches. En fait, c'est vraiment l'ISF quoi, qui a fait mal. Et c'est aussi l'impôt sur les sociétés et donc et pas mal de crédits d'impôt qui font que à un moment, bah, les plus riches ils détiennent des entreprises. Donc, en fait, ce n'est pas simplement leur patrimoine non professionnel, mais c'est leur patrimoine professionnel qui a cru. On peut se dire ça. On peut se dire aussi un truc un peu encore plus cynique, c'est que ceux qui détiennent la dette publique, c'est vous et moi, mais c'est vous et moi, hein, vous en avez de la dette publique. Si vous avez de l'épargne, vous avez de la dette publique. Vous savez, en fait, si vous avez un petit peu d'épargne, elle est placée, enfin, si vous avez, pas sur votre compte courant, mais si vous avez, alors une assurance vie, c'est sûr, mais un livret, voilà. Tout ça, il y a énormément qui sont placés en titres publics, en dette publique. Donc, les gros détenteurs, c'est nous, mais en fait, les gros détenteurs, c'est aussi les très riches. Et les multinationales, très souvent, elles ont aussi pas mal de titres publics dans leur trésorerie. Donc, en fait, on augmente la dette, mais finalement, ça devient de l'épargne pour tout le monde, quoi. Mais il y a aussi des 200 milliards chaque année de crédit impôt recherche. Non. C'est 7 milliards de crédit impôt recherche. Les 200 milliards, c'est les dépenses, c'est le soutien aux entreprises. Oui. Ouais. Oui. Mais oui, non. Ouais. Sans vraiment d'efficacité, ouais. Sans condition. Ouais, sans condition, sans contrôle, etc. Pas forcément. En fait, les 200 milliards, ça a été des baisses de cotisations sociales, justement. Ça a été du crédit impôt recherche, du crédit impôt compétitivité emploi, plein de niches fiscales. Ouais, ça, j'en parle pas mal dans le bouquin. Je voulais vous dire une dernière chose sur la dette et après, on peut passer sur une autre question. Mais sur la dette, on a dit, c'est pratique. C'est pratique parce que ça justifie des baisses de dépenses. C'est pratique parce que ça contraint les gouvernements d'après. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur les marchés financiers, en fait, comment dire, c'est un produit, en fait, le titre public, c'est un produit financier. Et c'est un produit financier qu'on peut comparer à de l'huile de rouage. Quand on n'a pas, quand il n'y a pas assez de dettes publiques, en particulier françaises et allemandes, en fait, les transactions ne peuvent pas avoir lieu. Parce que c'est un titre qui est considéré tellement sûr que c'est quasiment de l'argent liquide. Et donc, on s'en sert comme ce qu'on appelle sur les marchés financiers du collatéral, mais en fait, c'est de l'hypothèque, quoi. C'est l'équivalent de l'hypothèque. C'est comme si vous pouviez hypothéquer votre maison. En fait, tous les gens qui font des transactions financières, les banquiers, quoi, les fonds, ils ont besoin d'avoir du liquide pour, quand ils vont emprunter de l'argent, dire « Ok, mais moi, j'ai cette garantie. » En fait, c'est une garantie, pas une hypothèque, c'est une garantie. Ce qu'on appelle collatéral, c'est une garantie. Et en fait, ils ont besoin de dettes publiques de pays très sûrs, et la France est un pays très sûr. Donc, juste en plus de nous dire il faut la baisser, il faut la baisser, il faut la baisser, en réalité, on devrait avoir un pouvoir de négociation très important ici. Vous voyez, on a un pouvoir de négociation, c'est qu'en fait, on a besoin de cette dette publique-là. Voilà. Et ça, bon,
c'est juste parce que tu m'as demandé de parler de la dette, je crois que c'est important qu'on ait juste la conclusion du truc, c'est de se dire, en fait, on ne doit pas la subir, cette dette. On doit reprendre le contrôle en tant que citoyen et arrêter d'avoir peur de cette dette, quoi. En fait, cette dette, c'est un instrument important pour les transactions financières, pour l'activité, etc. Et c'est un truc bien pratique pour avoir des discours politiques très conservateurs, mais en réalité, derrière, c'est pas si vrai que ça, quoi. Merci. Excuse-moi, oui, parce que l'argument qu'on entend partout et Ouais. que je trouve très important, enfin, qui est clairement reçu par la population, c'est qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants. Ah oui. Alors ça, c'est l'argument massif. Ouais. Et c'est ahurissant. Je ne sais pas si on peut se lancer dans l'effacement de la dette pour la France. Je ne pense pas. Ça se fait ailleurs. Mais bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut répondre à ça. Alors, c'est tout bête. C'est ce que tu dis. Mais c'est là-dessus qu'il faut réagir. Ouais, mais en fait, c'est tout bête, mais c'est pas évident à placer au déjeuner du dimanche. Mais en fait, l'État, il meurt pas. OK? Donc, c'est pas comme nous. Moi, quand je mourrai, effectivement, ma dette, je vais la laisser à mes enfants si j'ai une dette. Mais l'État ne meurt pas. Ce qui est important, c'est que cette dette, elle trouve toujours. En fait, l'État rembourse ses dettes en empruntant. Waouh, on n'a pas le droit de faire ça, nous. Mais en fait, l'État peut le faire parce qu'il ne va pas mourir. Ce qui est important, en revanche, c'est qu'il trouve toujours des gens pour lui prêter, pour rembourser. D'accord? Donc, je t'emprunte à toi pour te rembourser à toi. Et une fois que toi, je devrais te rembourser, non, c'est pas pyramidal. Justement, c'est pas pyramidal parce que une fois que toi, je devrais te rembourser, je vais te demander à toi. Tant qu'il y a... Et après, je vais revenir vers toi, etc. C'est pas pyramidal parce que je ne mourrai jamais. Et enfin, moi, oui, mais l'État, voilà, moi, État, je ne m'éteins pas, au moins sur un horizon très crédible. Et il y aura toujours une population en face, que ce soit des Français ou des investisseurs. Sauf si, à un moment, bah, plus personne ne veut me prêter. Donc, c'est le cas de l'Argentine ou la Grèce. Mais on n'en est pas du tout, du tout, du tout là. On est même considéré comme les pays, encore une fois, on est considéré comme un des pays les plus sûrs et on se bat pour avoir notre dette sur les marchés financiers. Quand l'État émet de la dette, quand il veut emprunter, il en met 3 fois moins que ce qui est demandé. En fait, pour financer nos dépenses qu'on n'arrive pas à financer avec les recettes, on émet de la dette. Et ben en fait, il y a 3 fois plus de demandes sur les marchés financiers que ce qu'on émet. Donc, on n'est pas du tout au niveau de la Grèce. Ça, je veux bien le répéter, ce truc-là, parce que c'est vraiment important. On saurait... je me suis retrouvée sur un plateau sur LCI il y a 3 semaines où je suis arrivée et au début, je n'avais pas la parole. Pendant 10 minutes, j'ai entendu 20 fois le mot faillite, Argentine et Grèce. Je me dis, mais c'est pas possible. Enfin, il est 21h30, je sais que ma tante est devant. Ma mère est probablement devant et donc c'est l'enfer parce qu'elles vont avoir l'impression qu'on est en faillite. Et comme moi, je ne regarde pas souvent LCI et ces trucs-là, je ne me rends pas compte, mais là, je me disais, waouh, c'est quand même vraiment hyper alarmant. Et donc, une façon de le dire, c'est ce que je viens de vous dire. En fait, quand on émet de la dette, il y a 3 fois plus de demandes. Donc, pardon, mais ça, ce n'est pas de la faillite, c'est le contraire, en fait, c'est qu'on en a. Et une autre façon de le dire, c'est en fait, ce qui c'est l'écart. En fait, il faut que vous regardiez l'écart entre le taux qu'on demande à la France et le taux qu'on demande au pays le plus sûr du monde. Le pays le plus sûr du monde, c'est soit les États-Unis, soit l'Allemagne. En fait, notre écart, disons qu'il est de 80. La Grèce, quand elle n'était pas bien, il était de 800. Donc, ça n'a rien à voir. On n'est pas du tout dans la même situation. Mais Barnier dit, on a un problème, on est en faillite, etc. Il y a, je ne vais plus me souvenir de son nom, mais une proche de Tondelier qui est très sympa, je ne me souviens plus de son nom, qui me fait un WhatsApp un soir il y a 2 semaines et qui me dit est-ce que tu peux nous dire on était hyper étonnés parce qu'on est allé, les députés ont interrogé Barnier sur le dérapage budgétaire.
Et il leur dit, oui, mais là, vraiment, la situation est hyper grave. Et il parle de la Grèce et il parle de la difficulté à emprunter. Jusqu'à Barnier, c'est pas sur les plateaux télé qu'on dit ça, c'est vraiment même le Premier ministre. Et donc, je lui ai refait le truc en lui disant, ben, en fait, 80, 800, 3 fois plus, machin. Donc, je suis très étonnée par ce discours très anxiogène qui va même jusqu'à l'État, alors que, bah, non, mais c'est... Ouais. Ouais, stratégique. C'est aussi l'augmentation de la dette. Oui, mais Ça va dans les deux sens. alors, oui et non. Tant que tu trouves des gens pour te prêter, tu peux y aller, entre guillemets. On dit toujours, le Japon, ils ont plus de 200%. Oui, mais c'est Oui, parce qu'ils trouvent des gens à l'intérieur, parce ils pourront les contraindre à le faire. Donc, faut faire attention. Mais ça va dans le mauvais sens. Oui et non, dans le sens où, si tu veux, l'Allemagne, ils sont à 80. Alors, ils sont super, hein. Sauf qu'il n'y a plus un train qui fonctionne. En fait, il y a des services publics qui, pour le coup, sont beaucoup plus dysfonctionnants que chez nous. Donc, comment? Encore plus. Et vraiment, les trains allemands sont en retard. Le métro, tu vas à Berlin, il est en mauvais état. Enfin, il y a plein de trucs. À un moment, est-ce que c'est bien d'avoir 80% de PIB si le reste des services publics ne fonctionne pas? Bah, non, en fait, il faut faire un arbitrage. Et l'arbitrage, évidemment, moi, en revanche, il ne faut pas laisser courir le déficit. Mais à ce moment-là, si on a besoin de réduire le déficit, il faut taxer les riches et pas couper les dépenses publiques. Voilà. Le problème, c'est que On n'entend rien. donc c'est vrai que Paris, Ouais, on a. tu dois y aller. Zut, 60 millions. Ouais. Pas un instant. Ouais. Ils mettent tout ça en scène. Et donc, chacun sa partie. Pardon. Du coup, j'essayais de voir pour augmenter le... Parce que j'avais en tête qu'à un moment donné, l'État français s'est mis à emprunter avec un taux d'intérêt plus important et qu'à partir de ce moment-là, on se rend compte que le montant de la dette équivaut au montant des taux d'intérêt qui ont été payés sur plusieurs années et que du coup, si l'État n'avait pas emprunté avec ce taux d'intérêt, il n'y aurait pas finalement ce montant de dette en question. Ouais, alors ça, c'est les paiements d'intérêt. Et en fait, voilà, ce qu'on entend souvent, et tu vois, c'est pour ça qu'il ne faut pas parler en milliards. On entend souvent les versements d'intérêt sont 70 milliards ou je ne sais plus combien, l'équivalent du budget de l'éducation nationale. En fait, il faut parler en pourcentage de PIB là, pour le coup. Ok, c'est l'équivalent ça, c'est un problème, probablement que ça soit l'équivalent du budget de l'éducation nationale. Mais 70 milliards, ça ne veut rien dire. Si c'est 3% du PIB ou 2% du PIB, non, d'ailleurs, oui, c'est 2% du PIB. Si c'est 2% du PIB depuis 10 ans, ce n'est pas grave. Si c'est passé de 0,1 à 2% du PIB, là, c'est grave. Mais 70 milliards, je ne sais pas ce que c'est, en fait. Moi, je veux juste savoir comment ça dérape ou pas. Alors, pour répondre à ta question, c'est un peu la même chose, c'est l'arbitrage. Ok, c'est ennuyeux de payer ces versements, ces intérêts, mais c'est le prix à payer pour être capable d'emprunter et pour financer aussi des dépenses. Tu vois, en fait, tu peux. Alors, à un moment, on empruntait à quasi zéro et on a énormément baissé nos paiements, nos versements d'intérêt. Parce qu'en fait, depuis 10 ans, le taux d'intérêt de la France était extrêmement bas, il était quasiment à zéro. À ce moment-là, nos versements d'intérêt ont commencé à baisser parce qu'on empruntait. Mais moi, je faisais partie des gens qui disaient, mais empruntons plus. On emprunte à zéro, donc empruntons plus.
Sauf que, bon, il y a quand même des limites au niveau européen, etc. Mais c'était là qu'il aurait fallu emprunter comme des malades pour refinancer l'hôpital, refinancer l'éducation. Là, oui, en fait, on redécouvre un peu la poudre. Ah bah oui, les versements vont réaugmenter. Oui, puisque les taux d'intérêt sont en train de réaugmenter. Mais ce n'est pas très grave tant que je trouve quelqu'un pour rembourser celui que je dois rembourser. En fait, c'est vraiment ça qui est important. Et donc, voilà, tant que je peux émettre de la dette sans qu'elle soit trop chère. Est-ce qu'on peut arrêter de parler que de la dette Ouais. et parler de rebâtir l'action publique? Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse. Et on allait, merci. Et c'est très intéressant cette discussion qu'on vient d'avoir sur la dette. Et finalement, l'idée, c'était aussi de pouvoir rebondir et revenir à la réalité économique des ménages, sur laquelle en fait tu t'appuies beaucoup dans tout ton écrit. Et finalement, quand on parle de la SSA, c'est tout de suite vécu comme une nouvelle dépense, d'où ce lien avec la dette, parce qu'on vient nous faire tout de suite la remarque que c'est une nouvelle dépense. Donc, quelle communication, comment nous, on arrive à construire des arguments pour pouvoir dire que oui, il va y avoir des changements, mais que c'est un virage au niveau de la transformation de l'action publique qui est nécessaire et que finalement, c'est plutôt une façon de réenvisager les choses sans aller droit dans le mur. En fait, je crois que le meilleur argument, moi, je serais convaincue le jour où on pourra se dire que, en fait, on mange mieux et que c'est moins cher. Enfin, j'en sais rien. Je ne sais pas si on mange mieux ou c'est moins cher, enfin, ou on mange mieux et c'est moins cher. Mais vraiment, je pense que pour gagner le combat, là, en gros, c'est se convaincre de ça, non? Parce que c'est pas gagné. Comment? C'est pas gagné avec du bio et des produits sains. Oui, c'est possible. Mais c'est possible que ça soit quand même moins cher parce que vu tous les coûts en marketing qu'ils nous mettent et les rendements qui sont exigés, j'en sais rien en fait. Il n'y a pas des expérimentations qui font ça? C'est là où l'injuste prix de notre alimentation est important parce qu'on arrive à des prix qui sont pas compétitifs à cause d'aides qui sont complètement arbitraires au niveau de l'agriculture oui, et tout à qui fait. viennent piper les dés. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de vivre de sa production, on a des surfaces suffisamment grandes pour toucher les subventions de la PAC. Et du coup, à partir de là, celui qui veut vivre de sa production, il ne trouve plus sa place sur le marché. Non, mais c'est pour ça que vraiment la sécurité sociale de l'alimentation, ça vient détricoter énormément de choses et ça remet en question vraiment le modèle économique. Parce que la politique agricole commune aussi. Voilà, Ensemble, il faut aller avec. Là, il y a la PAC, je vois bien, mais il y a aussi toutes les aides publiques dont vous parliez qui vont à Carrefour, à Danone, à Unilever, etc. Et oui, en fait, la difficulté, c'est que quand vous êtes une multinationale, vous avez la possibilité de transférer une partie de vos profits dans des juridictions où on paye peu d'impôts. Et donc ça permet effectivement d'être plus compétitif au niveau prix. Vous recevez aussi beaucoup d'aides publiques sous forme de crédit d'impôt, d'exonération de charges sociales, etc. Et donc, oui, effectivement, c'est vrai qu'il va falloir travailler ce truc-là, mais en fait, il faudrait quasiment faire des cas. Ah, ça s'est déconnecté. Ah non. Il faudrait réussir probablement à faire des cas. En fait, pour sortir du discours, c'est encore une dépense publique, ça va augmenter le budget, etc. Il faut vraiment se dire, soit c'est une dépense collective, mais qu'on met à la place d'autres dépenses collectives. Et les dépenses collectives qui sont vraiment problématiques aujourd'hui, c'est les aides publiques aux entreprises. Il y a eu vraiment des aides publiques aux entreprises, il y a eu un dérapage, là, pour le coup, très important, qui vient
et qui pipe on dit piper les dés, c'est ça, ouais, qui pipe les dés, quoi. Vraiment, effectivement, bien sûr que c'est moins cher quand, en fait, il y a plusieurs dimensions, mais bien sûr que c'est moins cher quand vous recevez des crédits d'impôt, des exonérations sociales, et plus vous êtes un grand groupe, plus a priori vous en profitez. Ouais, ça, finalement, il y a Elisabeth et Jean-Marie qui lèvent la main, mais on va dire que c'est un peu tabou de parler de tout cet argent. Et c'est ça qui est aussi passionnant dans le livre, c'est de voir comment, au niveau de l'épisode Covid-21, on se rend compte de l'argent qui est si facilement parti aux mauvaises personnes. Et là, nous, ça devient très concret hein, dans l'expérimentation SSA parce qu'on est en lien avec tout un tas de structures de l'ESS qui n'ont pas profité de ces fonds-là, qui prennent le bouillon encore maintenant à cause de l'inflation et qui sont en train de mettre la clé sous la porte. Donc, en fait, ce double discours d'encourager publiquement le circuit court, le local, l'agriculture paysanne, ben, en fait, ça ne tient pas la route quand il faut vraiment regarder comment ça se passe sur le terrain. Ben, ces acteurs-là, ils vont mal. Ceux qui sont installés dans n'importe quelle campagne, ben, je pense à ça, mais c'est un exemple parmi d'autres, hein, pour utiliser du blé local, faire leur propre production de pâtes qui ressortent avec des pâtes excellentes, mais du coup qui coûtent finalement cher, alors que le prix de la pâte en fait reste cet aliment accessible. Et ben en fait, et ben, ils ont fait tous ces investissements avant la crise sanitaire et ils ne s'en remettent pas. Et du coup, ben, c'est tout ça pour rien, alors que ben, on est sur du circuit court, on est sur de la valorisation de farine, de blé, etc. Des choses qui sont encouragées dans les discours, mais sur le terrain, ça ne marche pas. Oui, bien sûr. Donc, quand on a fait le webinaire avec le CIVAM, quand on a parlé de la quadrature du poireau, il me semble que c'était cité, quoi. Justement, le fait que l'argent qui est dépensé par l'État, il n'y a pas que l'aide alimentaire, il y a aussi tout ce qui est donné aux grands groupes. Ah bah, c'est beaucoup plus que l'aide alimentaire. Hein. Simplement, moi, je voulais intervenir sur la définition du prix des producteurs tel qu'elle était définie dans l'agro-business, notamment les mécanismes de grande culture. En fait, ce qu'évoquait Bénédicte, notamment tout à fait par rapport à la PAC, mais aussi au-delà de la PAC. Il y a les financements qui peuvent effectivement être attribués aux entreprises qui sont à la fois des entreprises de production agricole et aussi qui sont des entreprises de transformation du produit brut au départ, où là, ces personnes-là, ils touchent deux fois, en fait. Hein. Ils touchent à la fois les aides publiques de la PAC au niveau de l'Europe et ils touchent les aides publiques au niveau de l'État. Donc, ils touchent deux fois. Donc, dans la définition du prix, ce qui reste au niveau du prix réel, c'est marginal. Et effectivement, au niveau des circuits courts, comment les autres peuvent s'en sortir alors que ils devraient toucher l'aide au niveau du nombre d'emplois créés. Et là, ils touchent l'aide sur simplement des surfaces qui sont marginales, puisque bien souvent, c'est des maraîchers où la PAC est vraiment, représente une valeur marginale au niveau de la définition du prix par rapport à comment il peut être créé, ce prix pour les gens qui sont au circuit court. Donc là, les dés sont complètement pipés quoi, au niveau à la base. Quoi. Et en fait, et le consommateur, je dirais, paye une troisième fois quand il va acheter ses produits sur le marché, puisqu'ils ont été payés déjà presque deux fois au niveau du producteur de l'agrobusiness quand c'est pas trois fois, parce que quand les produits sont bien souvent vendus avant d'avoir été payés par les grandes surfaces et tout ça, quoi. Donc c'est assez délirant quand on pense comme au système économique dans lequel ça évolue, ce genre de fonctionnement, quoi. Il y avait une autre question. Elisabeth, oui. Oui, je voulais rejoindre en fait les arguments. Alors, il y a un argument qui est quand même l'argument de la santé, c'est-à-dire que de manger mieux, de s'alimenter mieux, etc., c'est quand même bon. Sauf que, évidemment, à l'échelle d'un député ou même
ou même d'un président, on peut pas le mesurer en 5 ans. On peut le mesurer en 20 ans, en 25 ans peut-être. Enfin bon, voilà, de savoir si quand les gens vont manger mieux, ça coûtera moins cher à la sécurité sociale. Donc, c'est vrai que nous, c'est un argument qu'on a en tête, mais c'est très difficile de le mettre en avant puisque personne ne va pouvoir s'en emparer immédiatement. C'est exactement comme de mettre en place la sécurité sociale de l'alimentation plutôt que des aides directes aux gens en distribuant des colis alimentaires. Voilà, Euh, c'était une remarque, mais. Là-dessus, ouais, voilà, exactement. Le coût de la malbouffe, je pense qu'il est chiffré et ça, il y a des études. Vous n'avez pas besoin de le mettre en place. Enfin, ce sera bien de regarder, de faire des évaluations après, mais je pense qu'on peut trouver des études faites sur les États-Unis, sur d'autres pays, qui montrent que la dégradation de la qualité de l'alimentation a des effets sur la santé. Ça, c'est un. Et on peut le chiffrer. Moi, j'allais vous dire. euh, En fait, il y a deux choses. Ce qui est génial là, dans la sécurité sociale de l'alimentation, c'est qu'en fait, c'est quelque chose qui est extrêmement concret, qui nous touche tous et toutes, et qui font rentrer dans des mécanismes économiques ultra compliqués, en fait. Si vous y pensez, là, on vient d'aborder des choses micro, macro, plein de mécanismes qui sont pas si simples, mais en fait, on mange tous et on est contraint à la qualité de notre alimentation, au prix, etc. En fait, on s'approprie ces concepts-là. Mais c'est vrai que enfin, je trouve que c'est génial parce que je ne sais pas si on y arrivera dans les 20 prochaines années, mais ce que je vois, moi, c'est que c'est une façon, c'est fou, en fait, c'est une façon ultra concrète d'aborder les limites du système, quoi. Ouais, c'est vraiment extrêmement politique. Ouais. Ouais, et puis du coup, ça fait un peu des douches froides entre l'enthousiasme Mm. quand on s'y plonge et finalement l'incompétence qu'on ressent de toucher Bah à non, tout ça. Ouais. Non, 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 mais je veux dire, après, quand on réagit en tant qu'individu, en toute humilité, c'est gigantesque. Et puis, on se rappelle, on se dit, ah, mais quand même, la sécurité sociale, quand ils l'ont mise en œuvre, ils avaient beaucoup moins d'outils que nous, ils étaient dans une toute autre situation, ils y sont arrivés, donc il n'y a pas de raison. Il faut qu'on avance. Mais c'est vrai que finalement, c'est une période particulière. Et c'est aussi une période où on se dit, et là pour le coup, j'utilise volontairement le truc pour nos enfants, si là on ne prend pas ce virage-là, et si on n'utilise pas cette opportunité de sortir cette alimentation du marché, de remettre des gens au travail dans nos campagnes, qu'est-ce qu'on va manger demain avec le changement climatique, les conflits qui s'accélèrent à travers le monde, etc. Donc c'est vrai que à la fois, c'est aussi une reprise en main d'une forme de responsabilité qui nous incombe, de devoir faire quelque chose, quand en face, les responsables font n'importe quoi. Pour le dire un peu... mais un constat de base, enfin oui, de base, hein, quand on est au contact de ceux qui finalement subissent de plein fouet les effets de ne pas prendre de pas prendre leurs responsabilités alors qu'ils sont au pouvoir et que c'est là que se des choses. Et ce qui donne un peu le vertige, pour reprendre le terme de Jean-Claude, c'est qu'on ne sait pas comment on va pouvoir la mettre en place. Parce que tant que c'est des expérimentations, bon, voilà, mais il y a un moment, plus ça va prendre de l'ampleur, plus forte sera l'opposition, parce que ça met en jeu tellement de choses, ça remet en question tellement de choses qu'il est bien évident qu'en face, ils vont se défendre méchamment. Donc, est-ce qu'il faudra qu'on aille jusqu'à... Voilà, est-ce qu'il pourra jusqu'au conflit ouvert? Est-ce qu'on va pouvoir y arriver par une loi? Et ça, c'est vrai que ça fait un peu peur quand même. Ouais, mais c'est un beau combat politique. Après, moi, je vois bien l'argument en face. Il va être super facile, c'est un truc de bobo, c'est que pour les... C'est utopiste et puis c'est réservé aux riches.
C'est vraiment... et donc, il va falloir aller travailler ça. C'est pour ça que je vous dis, faut travailler le prix, quoi. Et là, concrètement, quand on lance une expérimentation, en tout cas, là, ce qu'on peut déjà analyser, c'est que le plus difficile, c'est pas de faire rentrer les personnes qui peuvent être en situation de précarité alimentaire, c'est justement les bobos. Les bobos qui ne vont pas venir, surtout dans la façon de vivre à Paris, qui ne sont pas là sur les temps de réunion, les soirées, les week-ends. Bah, ce n'est pas leur temporalité, donc c'est extrêmement dur d'aller les chercher. Donc c'est tout de suite très très faux de dire que c'est les premiers qui vont concerner. Mais parce qu'on parle d'une nourriture de bonne qualité, eh ben, il y a cette représentation que c'est eux. Parce qu'on parle des établissements qu'ils fréquentent, il y a une représentation que c'est eux, sans aller creuser, en fait, s'ils sont vraiment au rendez-vous. Pour le coup, ils ne sont pas vraiment au rendez-vous. Mais pas pour des histoires de redistribution, c'est vraiment un truc de j'ai pas le temps, c'est ça? Parce qu'on en a besoin quand même des bobos. Ouais. Pour des histoires de redistribution. Oui, ou ils ne se sentent pas concernés, ou voilà, c'est pas un projet. Après, je peux comprendre qu'on ne se sente pas. En fait, sur la sécurité sociale de la santé, enfin sur la santé, je veux dire, on ne se pose jamais vraiment la question de combien je paye par rapport aux autres, etc. Mais parce que c'est un truc aussi, je crois que finalement, c'est assez bien réparti dans la population. C'est-à-dire que, comment dire ça? Si vous parlez aux pulsions des gens, ils n'ont pas envie de payer pour les autres. C'est vrai, on n'a pas envie de payer pour les autres. Et plus les Donc, il faut payer plus que ce qu'ils reçoivent. voilà, non, mais c'est ça que je voulais dire. C'est qu'en fait, il faudrait faire des choses, en fait, essayer de calculer un petit peu le bénéfice net et le coût net. En fait, combien je reçois par rapport à combien je contribue. En France, si on pense à tous les services publics et tous les impôts qu'on paye, à votre avis, c'est distribué comment? Donc ça, on le sait depuis pas très longtemps. Donc, je paye des impôts et je reçois des transferts en cash parce que j'ai des allocations familiales, des trucs comme ça, mais j'ai surtout les services publics, la santé, l'éducation et tout. À votre avis, il y a combien de pourcentage de la population qui bénéficie plus qu'il ne paye et combien 60. Après, vous avez des gens, en fait, c'est 60% de la population qui reçoit plus qu'il ne paye. Et combien sont dans la réalité? Ça, je sais pas. J'en sais rien, mais ce qui est intéressant, c'est que, en gros, c'est pas du 1er au 6e. Vous voyez, si vous coupez si vous prenez toute la population en 10, 1 décile, 2 déciles, 10 déciles, et ben, c'est pas du 1er au 6e décile, c'est en gros du 1er au quasiment 8e décile, 7e décile que vous avez en majorité des gens qui bénéficient plus, sauf qu'à l'intérieur, vous pouvez être au 5e décile et en fait, vous êtes dans une situation où, je sais pas, vous n'avez pas d'enfants, enfin, il y a des trucs qui font que, en fait, vous allez payer un peu plus que. Alors, justement, vous prenez la population française et vous la divisez en 10 parts égales. Et donc, si vous êtes dans le 1er décile, vous êtes dans les 10% les plus pauvres et les 10% les plus riches. Et c'est comme ça qu'on fait. Et du coup, 60% de la population bénéficie plus qu'ils ne payent, mais ça va quand même quasiment jusqu'au plus que 7e décile, quoi. En fait, vous avez une chance, vous avez une grande chance si vous êtes dans les 80%, enfin, si vous n'êtes pas dans les 20% les plus riches. Voilà. Si vous n'êtes pas dans les 20% des plus riches, vous avez une grande chance de bénéficier davantage que ce que vous payez. Et bien ça, ce serait intéressant d'essayer de faire des trucs comme ça. En fait, je finis juste de quoi non, mais dans le sens, ils bénéficient plus parce que ouais, la santé, l'éducation, vous voyez. Mais par exemple, sur l'éducation, ça, c'est des choses qui sont. C'est là-dessus, à mon avis, qu'il faut un petit peu travailler ces arguments. Mais par exemple, sur l'éducation, vous pourriez vous dire, bon, bah, c'est sûr que si je suis dans les 10 ou 20% les plus riches, je paye beaucoup pour l'école des autres. Eh ben non, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'en fait, si j'ai des enfants, il y a une très forte chance qu'ils fassent plus d'études que les plus pauvres.
Et donc, en fait, et des études plus chères. Ouais. Parce que même HEC, c'est ultra subventionné. Toutes les écoles privées, c'est hyper subventionné. Et donc, ça m'amène à la subvention. C'est ça qui est super important, c'est que je pense qu'on ne peut pas, on ne pourra pas faire tenir ce genre de truc sans une subvention publique. Parce que sinon, tous les bobos, vous allez les perdre au départ. En fait, il ne faut pas je pense que vous ne pouvez pas faire tenir un système sur la bénévolence des gens, dans le sens, vous ne pouvez pas dire, oui, oui, vous le faites une fois, 2 fois, 3 mois, mais vous ne le faites pas toute votre vie, quoi. Voilà, donc, je pense qu'il y a un truc de calculer un peu comment ça se répartit, et si ça se répartit pas si bien que ça, il faut vraiment en appeler à l'État et à la subvention publique au titre de plein de choses. La santé, c'est mieux, donc ça vous coûtera moins cher en dépenses de santé. Cet argent-là, c'est l'argent que vous ne donnerez pas aux multinationales, chez Danone, chez Carrefour, etc. Enfin, c'est des choses comme ça qu'on peut essayer de mobiliser, quoi. Et du coup, c'est vrai que dans l'expérimentation, on va être amené à devoir discuter du fait de défiscaliser Ouais. ce qui donnerait au-delà de Ah oui. Ah la bah oui, bah, c'est ça. cotisation des 100 euros. Et pour le coup, et ça c'est un peu l'anthropologue qui parle, moi le fait d'utiliser cette défiscalisation et finalement cette forme de contre-don, c'est aussi ce qui fait que l'aide alimentaire est ce qu'elle est, que du coup, celui qui a le plus les moyens va quand même continuer à orienter les choses d'une certaine façon et à en retirer des bénéfices plus que la moyenne. Et donc, qui pose une question de fond et qui pourrait détourner en partie le projet de sa philosophie de départ, qui n'est pas le fondement de la sécurité sociale, ce n'est pas la défiscalisation, c'est autre chose. Et là, c'est quand même super difficile, notamment dans des dialogues avec le Parti socialiste, d'arriver en fait à sortir de cette logique-là d'usage de la défiscalisation dans tout ce qui relèverait d'un système en plus qui du coup revient sur de l'aide alimentaire, de la charité, ce dont on voudrait se départir quand même. Oui, 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 je vois. En fait, sur la sécurité sociale, comment on fait? En fait, c'est ça qu'il faut repartir là-dessus, quoi. Ben oui, il n'y a pas de défiscalisation. Ce que tu dis là sur la possibilité Mais de... oui. Aujourd'hui, c'est par le biais des subventions autour de la prévention santé, ARS et CAF, que ça se passe, notamment pour le logement, par exemple, ça passe par ça, quoi. Donc ça pourrait passer aussi sur comment valoriser des subventions sur la prévention santé par une meilleure alimentation, par le biais de financement des CAF et des ARS, quoi. C'est quoi? Oui, donc c'est ça. Et vous voulez dire quelque chose? À propos de la possibilité de sans subvention hier, qu'on a eu, pour essayer de se mettre d'accord sur certains points pour avancer. Et il y avait une question qui était, est-ce que dans les personnes qu'on va recruter, n'est pas le bon mot, mais les 150 premières personnes qui vont adhérer au projet, est-ce que en fonction de leur revenu, qu'il va bien falloir, ça va être déclaratif, mais il va bien falloir en arriver là, est-ce qu'on cherche à équilibrer sur une moyenne, à rééquilibrer avec un peu plus de haut revenu et un peu moins de bas revenu. Enfin, ce genre de... Si c'est on peut se braquer là-dessus, n'y pensons pas et commençons à fonctionner. Donc, chercher les subventions auprès de la CAF ou auprès de je ne sais qui, enfin, chercher des subventions. Non, alors. Ça y est. Pardon. Là, je pense que vous auriez besoin d'un ou d'une économiste qui vous aide à raisonner sur ces trucs-là, en fait. Faut que vous vous trouviez, soit
Da Silva, il est super sympa. Michael Zemmour, il est ultra occupé, mais il est hyper sympa. Enfin, il faut réfléchir à qui peut ingénierer ça, quoi. Il y a un petit peu d'ingénierie quand même à envisager. Dans le sens, il y a une philosophie. Moi, je comprends c'est l'universalité. Donc, on n'a pas envie, si tu dis que tu as envie que ça soit universel, tu n'as pas envie de biaiser trop ton échantillon. Et après, ben, tu dis philosophiquement, ça m'ennuie qu'il y ait des exonérations fiscales, des réductions fiscales. Philosophiquement, et aussi c'est vrai que la sécurité sociale, ça ne fonctionne pas comme ça, donc ça doit fonctionner par des subventions. Mais en même temps, ben, j'étais en train d'y penser, mais alors les subventions, on les donne à qui? Est-ce qu'on les donne aux magasins? Mais il faut être sûr qu'il va répercuter ça dans ses prix. Et tu veux pas pouvoir contrôler les prix, c'est toujours très compliqué, je pense. Peut-être il faut en passer par là, peut-être qu'il faut un contrôle des prix, mais c'est là que moi je suis très libérale, justement. Je me dis, bah, le contrôle des prix, ça peut avoir pas mal d'inconvénients, vous voyez, parce qu'en fait, un prix, c'est pas mal quand ça bouge un peu, ça donne un peu de souplesse, j'en sais rien. Et donc, ça, on n'aura pas de réponse ce soir, mais c'est vrai qu'il faut réfléchir un petit peu, c'est un peu le boulot des économistes aussi, de faire ça, quoi. Oui, oui, puis c'est le rôle de Mais l'expérimentation. en fait, Ouais. il y a quand même deux niveaux. Il y a le niveau de l'expérimentation, où Oui. on est bien conscient qu'on a de toute façon besoin des subventions. Et il n'y a aucune expérimentation en France qui fonctionne Sans subvention, ouais, voilà. Donc voilà. Mais donc, ces subventions à qui? Vous les donnez à qui Enfin, elles sont données à elles qui? sont attribuées à la caisse, les subventions. Elles sont gérées par la caisse. Oui, d'accord, j'ai compris. Ah oui, bah oui, non, mais tout simplement. Bah oui. Mais non, mais tout simplement. Non, en Ouais, c'est ce l'occurrence, que c'est disait la personne. Ouais. Tout l'important de cette caisse, une Voilà. de l'argent. En fait, Ça, Non, c'est mais quand c'est même je pense que voilà. c'est ce que disait la personne. Bien sûr, ouais. Oui, du coup, tu les donnes surtout pas aux producteurs et aux distributeurs parce que tu sais pas ce qu'ils vont faire avec ces sous-là, mais tu les donnes à la caisse, ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Et en fait, pour le distributeur ou pour le producteur, ça ne change rien. Son prix, c'est son prix. Ouais. Voilà, ça change rien. Oui, 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 voilà. Et ça permet de donner un panier de 150 euros. Ah oui, j'ai une question toute bête, après, il va falloir que j'y aille. Ouais. C'est pas un panier, c'est en fait, les gens font leurs courses. Donc, au lieu d'utiliser, ils utilisent l'argent de la caisse quand ils font leurs courses. Ouais. En fait, ils ont une monnaie, Oui. qu'on n'a pas encore nommée d'ailleurs, dont on va trouver le nom. Et ils se servent de cette monnaie pour faire les courses dans ces magasins-là. Ouais, mais moi, j'ai un truc de genre, là. Un truc de genre. Bah, il n'y a pas une question qui se pose en termes de genre sur... Bah, attendez, un monsieur, ça coûte beaucoup plus cher qu'une femme en alimentation, non? C'est pas posé. Vous n'avez jamais posé cette question-là? Non. Les Bah. enfants, oui, on s'est posé. À partir de quel âge ils mangent Bah, d'abord, les enfants, les ados. Moi, j'en ai raison, je peux vous dire que l'ado garçon, il bouffe. Mais quand j'avais encore un mari à la maison, bah, il coûtait beaucoup plus cher que moi, en fait. Mais bien sûr. Les quantités. Mais non, non, je pense vraiment. Je pense qu'il y a une vraie inégalité de genre. Donc, c'est marrant, vous ne l'avez jamais abordé. Mais peut-être que c'est pas vrai. Regardez autrement Mais regardez. Il faut pas que je tarde. Non, chez vous. Non, mais peut-être que c'est des bêtises que je dis. Hein. Ah ouais? À la lettre. On ne l'a pas abordé parce que les 150 euros ne représentent pas la valeur, la valeur réelle consommée par un foyer lors d'un mois. C'est une partie de l'alimentation. C'est donc Par personne. Parce que si par c'est personne. Dans le projet de sécurité sociale de l'alimentation, c'est par personne. Dans le cas de 150 € ça commence à être pas mal, non? ça dépend de Ouais, l'expérimentation. ça, c'est dans l'absolu si la loi était mise en œuvre. Oui, je comprends. Ouais. Oui, oui. Si la loi était mise en œuvre, ce serait, alors, du coup, il n'y aurait pas de subvention, ce serait uniquement basé sur la cotisation, comme la Sécu en fait. Et ce serait 150 € par personne. Ok. Par personne qui vit sur le territoire français. Ouais, ouais. Non, ce qui est pas mal. Je veux dire, quand on est un foyer de 3-4 personnes, ça commence à faire beaucoup. Exactement. Ça commence à prendre la mesure du pouvoir qu'on peut avoir pour engager un cheminement vers une autre agriculture et une autre façon de se nourrir. Parce que c'est vrai qu'à moins que ça, on ne voit pas l'effet et c'est frustrant. Exactement. Ah oui. Oui, du coup, c'est un vrai levier de modification du modèle agricole. Ouais. Parce que c'est vraiment beaucoup d'argent qui pourrait être utilisé pour. Oui, c'est clair. 150 € par Français. J'avais promis à Anne-Laure qu'on puisse la libérer à 45 parce qu'elle a des obligations.
Du coup, merci sympa, d'avoir merci. entamé ce dialogue parce que pour moi, c'est un dialogue à poursuivre. On Ouais, en est bien conscient. On a des économistes dans le groupe, donc ils seront contents aussi, je pense, de revoir le webinaire et puis on pourra continuer à se poser ces questions-là. En tout cas, ça fait plein de pistes. Ça donne des nouveaux arguments, donc c'est extrêmement précieux pour avancer et on ne manquera pas de donner des nouvelles Non, ouais, avec plaisir, vraiment. au fur et à mesure. Donc, si jamais tu es disponible le 17, on fait la fête à fond la caisse. Là, dimanche, Ouais, à la Flèche à d'Or. midi à la Flèche d'Or, c'est ça? Ouais, j'ai noté, ouais. Ouais, c'est peut-être que je passerai, en effet. En tout cas, voilà. Non, c'est chouette. Et puis, merci fond à la toutes caisse. et tous. Gardez vos questions et puis on continue à mettre tout ça dans le comité.